Salut à tous, c'est Dans la Poche, numéro spécial média. On s'intéresse à ce monde en mutation permanente, mais où les jeunes s'y expriment de manière très créative, comme on va le voir en compagnie de Nikita et de Thibaut, qui nous invitent tous deux à réfléchir. Les médias, c'est qui? C'est quoi? Que nous disent-ils? Ou pas? Faut-il les croire aveuglément ou s'en méfier absolument? De l'encre au numérique, de l'image à l'avatar. Faut réfléchir, hein? Et oui, il faut réfléchir. Aloha News, vous connaissez? C'est une plateforme média créée en 2014 par un jeune montois qui s'appelle Nikita Imambayev. Sa devise, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. On y trouve des news qui font sens, qui créent le dialogue. Issu de la culture urbaine, Aloha News est aussi un média participatif. C'était il y a quelques semaines. Ce jour-là, Nikita, le fondateur d'Aloha News, est venu présenter son documentaire réalisé au cœur de Fédazil, Moucron. Un reportage très touchant sur les MENA, les mineurs étrangers non accompagnés. Je m'appelle Shakir, je viens d'Afghanistan, j'ai 17 ans. Ça fait un an que j'habite ici. Oui, je suis venu tout seul. Je suis venu avec l'appui. Très concentrés, très absorbés par le sujet, les élèves de l'école du futur à Soigny sont, à travers ces témoignages, confrontés à la réalité, aux inégalités. Parmi eux, il y a Thibaut. Je sais me mettre à la place de cette personne qui pourrait marcher, déterminée de trouver quelque chose, un espoir qui ne se délaisse jamais. J'ai parti avec le pied d'abord Iran, après Turquie, après Grèce, après Serbie, après Salwani, Croatie, Italie, France et Belgique. Johan, lui, est coordinateur à Fédazil. Avec Rachid, il a participé au film réalisé par Aloha News. C'est humaniser en fait ce qu'on nous présente comme des masses, parce qu'on parle de chiffres qui sont incroyables et derrière chaque chiffre il y a une personne qui vit, il y a un cœur qui bat et c'est une personne avec qui on peut être ami, enfin qui a exactement les mêmes ambitions et les mêmes émotions que nous. Et donc l'idée c'est aussi de se rappeler que on appartient tous au même genre, quoi, je veux dire. Donc de se dire que ces personnes qu'on peut critiquer ou dont on a peur ou dont on n'a pas peur, mais c'est les mêmes que nous, quoi. C'est le fait de se reconnaître en eux. Tous ceux qui jouent les victimes, moi ils me font pas de la peine. C'est mérité, la vérité, m'ont mis grave la haine. Je crois dans cette vie bizarre, je vais m'en sortir à l'arrache. Comme un mec qui sait pas nager, qui veut s'enfuir à la nage. Les injustices, les discriminations sociales, l'envie de raconter toutes ces histoires, c'est justement l'essence même du projet Aloha News. La trame, c'est à travers le rap, à travers la culture populaire, parler des sujets de société. Dehors y a plus de respect, mes frères n'ont plus d'espoir, ce clochard n'a plus d'esprit. Ouf. Aujourd'hui, le rap, c'est la musique la plus écoutée par les jeunes. Et je pense que la sensibilisation, en tout cas l'éveil ou les questions qu'on essaie d'apporter aux jeunes, à ce public-là, eh bien c'est plus facile de le faire à travers des rappeurs, à travers des artistes qui partagent leur environnement, qui partagent leurs idées, qui partagent leur société, leur modernité. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Qu'est-ce que t'es prêt à faire pour le cash? Qu'est-ce que t'es prêt à faire pour le cash? Surtout à l'époque, il y avait certaines personnes qu'on ne voyait pas aussi à la télé ou autre. En tout cas, nous, on sentait qu'il y avait peut-être une forme d'absence de discours. Et c'est ce qu'on a voulu ramener un peu avec Aloha News, toujours avec la bienveillance. Et donc on est parti avec des interviews plurielles et puis on est parti plus vers le rap, vers le monde urbain, vers le monde de la culture populaire. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Désormais, c'est ici, dans cet espace partagé, que la petite équipe d'Aloha News poursuit sa quête d'un média partisan de la diversité. Une plateforme qui rassemble des jeunes issus de différents horizons. On demande aux gens qui sont intéressés de nous rejoindre. Par exemple, ici, il y a des stagiaires donc, avec des conventions scolaires, des stagiaires qui sont autodidactes, qui sont venus ici. Et nous, on accepte tout le monde. On essaie d'établir un écosystème assez sympathique. Et nous, on a aussi des nouvelles idées, des nouvelles créations, etc. Je pense que c'est quelque chose d'assez vertueux qu'on essaie d'installer et ça marche plutôt bien. Nikita Imambayev conçoit donc ce projet comme un espace de liberté où quiconque souhaite prendre la parole peut s'exprimer sur une question, écrire un article, engager des discussions. Aujourd'hui, le média rassemble plus de 20 000 followers sur Facebook. Il propose des interviews exclusives et puis surtout, il n'hésite pas à donner la parole aux jeunes pour les aider à Réfléchir, hein?
Wozo, c'est le nom d'un docu-fiction choc signé Thibaut Monnier, un réalisateur lui aussi d'origine montoise. Son film veut faire réfléchir, veut provoquer le débat autour notamment du rôle des images omniprésentes dans notre société, mais aussi de notre rapport à l'étranger, des thèmes brûlants d'actualité. Après des études de journalisme et une première expérience dans la presse écrite, Thibaut Monnier a eu l'envie de voir plus loin. Il y avait plein d'anciens étudiants qui voulaient tenter l'aventure. Tous les métiers étaient les bienvenus. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi ? J'ai voulu avoir une expérience à l'international et donc je me suis inscrit au programme des volontaires de l'ONU. Maman, je viens de recevoir le mail, là, je pars en Haïti. Pour l'ONU, j'ai le job pour l'ONU. Pendant 2 ans, il sera chargé de communication. Je devais ramener des images, des témoignages aussi, des personnes, soit des responsables des projets ou des bénéficiaires des projets, et puis rentrer à Port-au-Prince et écrire tout un narratif qui accompagnait ces images pour que soit ce narratif ou ces images soient repris dans des rapports, ou alors que ce soit repris sur le site internet pour écrire des histoires et permettre à l'ONU de continuer aussi à s'auto-promouvoir, être transparent vis-à-vis des bailleurs et aussi attirer des fonds. J'avais tellement attendu ce moment. Mais c'était encore mieux que ce que j'avais imaginé. Sauf que, rapidement, l'enthousiasme du départ va céder la place au malaise. Assez rapidement, j'ai eu le sentiment que l'information que j'allais chercher dans un but de communiquer sur les bienfaits des projets et la réalité qui se passait derrière la caméra quand elle était coupée et que je continuais à discuter avec les personnes autour de moi. C'est quoi ton problème, Boris ? T'as vu la merde dans laquelle tu m'as envoyé ? Tu sais seulement ce que j'ai vu sur place ? Il y avait un décalage entre les images que je filmais et ce qu'on attendait de moi que je raconte et la réalité que je voyais. Et donc ça m'a effectivement posé question et c'est là-dessus que l'idée de faire un film est venue, quoi. Bon, je vais prendre un exemple que je cite souvent, mais on m'a un jour demandé de partir faire un reportage sur un projet de reforestation à la frontière dominicaine. Et ils engageaient des personnes, des campagnards comme ça, qui en fait coupaient des arbres pour faire du charbon de bois, pour se chauffer et pour manger. Sauf qu'en réalité, il y avait un paradoxe entre ces personnes qui étaient engagées pour reverdir la frontière et qui, à la fin du projet, allaient recouper des arbres. Et donc ça, par exemple, c'était un élément déclencheur pour moi. Tu trouves ça normal de gagner 10 000 plaques par mois dans un pays où le salaire moyen est de 200 ? J'ai commencé à filmer dans la base militaire de l'ONU, dans les 4x4, les hélicoptères, etc., mais sans idée très claire de ce que j'allais faire de ces images. Puis je me suis dit, je vais faire un documentaire, mais pour ça, il fallait que j'ai des témoignages face caméra aussi, des collègues avec qui je travaillais. Et puis c'était compliqué parce que c'était les mettre dans des situations compromettantes, c'était pas non plus mon objectif. Donc j'ai décidé de scénariser tout ça pour pouvoir traiter les thématiques qui m'intéressaient, qui étaient notamment le rôle des images dans le secteur de l'aide internationale, mais aussi l'épidémie de choléra importée par des casques bleus népalais en 2010 et les violences sexuelles commises par des casques bleus aussi en Haïti. Pour son projet, Thibaut choisit la formule du docu-fiction. Je pense que c'est pour ça que c'est un film un peu compliqué à porter aussi, parce qu'on oscille toujours entre documentaire fiction et souvent après les projections, des personnes me demandent mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans, qu'est-ce qui est pas vrai là-dedans. Boris, c'est maman. Tu me vois ? Toi tu me vois, moi je te vois. C'est mon point de vue, donc c'est un point de vue subjectif à un moment donné, dans une situation donnée. Donc effectivement, j'ai été mettre le doigt là où ça fait mal. J'ai essayé de jouer un peu des stéréotypes aussi, et c'est fait exprès pour créer du débat à la suite. Et mon cœur battait toujours plus fort à chaque fois que je montais à bord d'un de ces vieux hélicoptères russes. Ce qui est peut-être important de préciser, c'est que je ne suis pas du tout contre l'ONU, je pense que c'est une organisation qui fait complètement son sens, simplement elle doit être réformée. Moi, ce que je remets en question, c'est la façon dont on consomme en fait les images qui, aujourd'hui, ont un but purement communicationnel. Et il n'y a pas que les images comme médias pour communiquer, en fait. On peut faire aussi de la photographie participative, donner des appareils photos aux personnes sur place plutôt que de demander à un étranger de venir prendre des photos d'une situation qu'il ne connaît pas, par exemple. Il y a plein de moyens de le faire. Mon objectif, c'est pas de discréditer, mais c'est de questionner, en fait. Bah, tu vas trouver quelque chose qui te plaît. Faut réfléchir, c'est terminé. Vous retrouverez Jean-Louis la semaine prochaine. Salut!